Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce vendredi 4 février 2022, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. Mais le premier d'entre eux n'était pas prévu. On a parlé en réalité de l'identité républicaine de la France à partir d'un discours de Jean-Luc Mélenchon. C'était une séquence incroyable sur un plateau télé. Ça arrive presque jamais qu'on puisse avoir ce genre de débat et j'ai trouvé ça très intéressant. Nous avons ensuite parlé des époux Balkany et j'ai dit qu'il était temps quand même que monsieur Balkany soit puni vu qu'il avait volé le peuple. Et ensuite de l'extrême droite, du duel entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Le dernier sujet, c'était l'un des plus intéressants. On a parlé de la police avec notamment le syndicaliste Mathieu Vallet qui était présent sur le plateau, que j'avais déjà eu en débat. Peut-être vous vous en souviendrez, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, que j'avais déjà eu en débat en visio, mais jamais en face à face. Et j'ai trouvé le débat très intéressant. Je vous laisse regarder ça. Et comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Place au débat avec Caroline Pilastre, Antoine Léaumont, Pierre Gentillet et Georges Fenech. On va tout dire à nos téléspectateurs. On a pu écouter Jean-Luc Mélenchon, Antoine Léaumont. Je rappelle que vous êtes orateur national de la France Insoumise. Et vous m'avez dit, c'était le plus beau discours de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Pour moi, oui. De son histoire politique. Pour moi, après, chacun a l'appréciation qu'il veut, mais c'est un discours sur l'identité républicaine de la patrie. Et je trouve que dans la période, inviter les gens à réfléchir sur ce qui fonde notre identité nationale, le faire... c'est au cœur du débat. Exactement, et le faire en ayant les mots qu'il a utilisés, en parlant de notre héritage révolutionnaire, en parlant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en faisant le lien entre la liberté et la citoyenneté. Je trouve que dans la période, c'est un discours utile et qui était réalisé d'une belle manière aussi, avec ses talents oratoires. Mais pour moi, vraiment, je trouve le discours qui m'a le plus touché qu'il ait réalisé. Je peux vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de références, évidemment, à 1789 dans les discours de Jean-Luc Mélenchon et même dans ses prises de parole? C'est une vraie question que je me pose. Pourquoi est-ce que vous ne passez pas avant? C'est-à-dire, la France ne commence pas en 1789. Je comprends que la nation française a un moment très important en 1789. Mais pourquoi n'avez-vous pas des références avant? Alors, je peux vous répondre, mais ça prend un petit peu de temps. L'identité de notre nation, tous les symboles qui fondent notre nation, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, naissent avec la Révolution française. Et pour nous, l'identité nationale française, elle est fondée sur la rupture de 1789 et sur celle de 92 aussi. Puis sur la naissance de la Première République en 1793. Et dans notre histoire, tous les moments, disons, progressistes, tous les moments qui ont apporté du bon dans l'histoire de France, sont venus avec les révolutions et les républiques. Dès 1794, et c'est ce que nous célébrions aujourd'hui le 4 février, la Première République abolit l'esclavage. Nous sommes la première nation du monde à abolir l'esclavage et c'est une fierté pour notre pays, pour notre nation, que d'être celle qui a éclairé en quelque sorte le monde en proclamant cette abolition de l'esclavage. Ce n'est pas que la France, c'est la République française uniquement en fait. C'est la République. Pour nous, c'est l'identité et la République. Il n'y a pas de France sans la République française. Tout à fait. Bon, j'ai ma réponse. Tout à fait. Non mais je suis d'accord avec vous, mais attendez, vu qu'on a commencé un peu le débat, quel est votre avis? J'aimerais, mais je ne veux pas empiéter sur les débats. Empiéter parce que c'est quand même intéressant ce que vous en pensez. Allez-y. Moi, c'est un débat que je trouve absolument passionnant. Bon, moi aussi. C'est un débat à gauche, pour la gauche, la nation française. Et c'est vrai, le moment de la nation française, c'est 89. Et je connais bien mon histoire, c'est même pas 89, c'est 92. Et surtout la période 93-94, en particulier la période Danton-Robespierre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, ce que je regrette, c'est pour moi, la France. Parce qu'on vit l'identité française, justement, la question, ce n'est pas que la République, c'est aussi le peuple français, les différents peuples, les différentes cultures. Il y a plusieurs peuples en France, peuple corse, peuple breton, peuple basque, normand, que sais-je. Et ces différents peuples, eh bien, ont eu un vécu commun, ils ont eu un passé commun, une culture commune. Et il me semble, mais c'est votre opinion et moi c'est la mienne, qu'il y a un vieux passé français, un vieux creuset français, une vieille histoire française, une vieille culture française qui est bien antérieure. Et à mon avis, vous faites une erreur, c'est l'erreur de la gauche, en ne vous arrêtant qu'à la nation au sens de 1789. Georges Fenech, très rapidement. C'est entre la gauche et la droite. C'est un choix politique que de le faire. Oui, c'est un choix politique idéologique qui parfois perturbe les gens. De l'histoire de côté. Non, pas électoral, parce que je pense pas que ce soit que ce soit majoritaire comme opinion dans la population. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas majoritaire. Pour le coup, que ça commence à 1793, c'est pas majoritaire. On a une histoire, 89. La République à laquelle nous sommes tous évidemment très attachés n'est jamais qu'un régime institutionnel. Bien sûr. Fonctionnement d'un pays. La Grande-Bretagne, c'est pas une république, et pourtant c'est une grande démocratie.
L'Espagne, c'est pas une république, et pourtant c'est une grande démocratie. Et la France d'avant, 1789, elle a donné aussi beaucoup d'exemples dans le monde. La France aussi des Lumières. Le Moyen-Âge a été aussi une grande époque. La monarchie, il ne faut pas non plus oublier les bienfaits de certains grands monarques qui ont été même sur le plan social. Saint-Louis, regardez. Ce qui est plus important. Saint-Louis, un monarque. Louis IX, c'est celui qui a inventé la rouelle et qui persécutait les Juifs. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se dise. C'est celui qui était miséricordieux vis-à-vis des pauvres. Ouais, vis-à-vis des pauvres, s'ils étaient catholiques. Il faut chérir. Non, mais je suis désolé, Saint-Louis, c'est quand même celui qui a inventé le signe. On peut chérir la France. C'est quand même celui qui a inventé le signe pour marquer les Juifs. On peut chérir notre pays, la France. On peut trouver des personnes révolutionnaires. Après, le système institutionnel, c'est autre chose. L'important, c'est que nous ayons. Et puis on peut être patriote sans être nationaliste aussi. Parce qu'il faut faire la part des choses entre la gauche et la droite aussi. Le mot patriotisme lui-même est un mot qui nous vient de la Révolution. Les patriotes sont ceux qui veulent la Révolution jusqu'au bout, en quelque sorte. Mais simplement, juste sur un point. Vous avez dit, il y a des peuples un peu partout, etc. Qu'est-ce qui fonde l'unité de ce peuple ? C'est l'égalité devant la loi. Et ce principe-là, c'est la Révolution et 1792. La culture, les mœurs aussi. C'est son histoire, sa culture, les mœurs. Bien évidemment. Allez, on avance. Ce qui a fait l'unité de ce peuple, c'est l'histoire. Je ne m'attendais pas du tout à ce que c'est un fait empirique. Mais vous voyez, ces sujets-là, c'est passionnant. Et par ailleurs, c'est pour ça que regardez, on vient d'en ça peut mettre d'accord. Là, ça peut mettre d'accord des gens parfois qui n'ont pas les mêmes opinions politiques. Je pense qu'il y a peu de gens qui partagent mon opinion politique qui est très tranchée sur l'identité républicaine de la nation. Mais justement, c'est ce que nous essayons de porter. Parce que notre histoire réellement nationale, au moment où elle commence aussi avec la charge à Valmy face aux monarchies coalisées contre nous en disant « Vive la nation ». Et c'est le moment du peuple souverain. On va aller exporter la révolution partout en Europe. Au fond, vous rêvez d'une république universelle, vous rêvez pas de France. Vous rêvez plus de république que de France. D'ailleurs, dans les discours de Jean-Luc Mélenchon, il dit vive la République et parfois il oublie vive la France. Il oublie la France. Non, on l'a vu la dernière fois. Vive la France. On avait eu le sujet, mais il l'avait pas dit la dernière fois. C'était un clin d'œil à Éric Zemmour. C'était la suite logique de son discours. Il l'avait dit en quelque sorte. Ah d'accord, excusez-moi. Antoine Léaumont, je me suis. Non, je pensais qu'on avait eu le sujet. C'est vrai que c'est tellement logique de terminer un discours sur. Là, il l'a fait en disant vive la République et de ne pas dire vive la France. C'est vrai que ça. Là aujourd'hui, dans son discours, il l'a fait en disant. Ah, je suis rassuré. Il y avait même vive le jacobinisme. Vous m'envoyez. Ah bon, allez, encore plus. Vous m'envoyez rassuré. On avance un petit peu. De République que de France, mais bon, c'est. On va parler des époux Balkany. Oubliez le bracelet électronique pour les époux Balkany. La justice a donc décidé qu'ils devraient passer par la case prison en cause des manquements aux restrictions imposées dans le cadre de l'aménagement de peine. Depuis hier, Patrick Balkany crie l'injustice. Le procureur de la République a d'ailleurs réagi ce soir. Voyez le sujet signé Solène Boulan et puis on en parle tous ensemble après. C'est dans sa demeure de Giverny que Patrick Balkany attend son placement en détention. L'ancien maire LR de Levallois-Perret devrait être incarcéré dans les prochains jours, alors qu'Isabelle Balkany est toujours hospitalisée après une présumée tentative de suicide. L'épouse de Patrick Balkany aurait tenté de mettre fin à ses jours jeudi, après la confirmation par la cour d'appel de Rouen de révoquer leur placement sous bracelet électronique. Assignés à résidence depuis mars 2021, les époux n'ont pas respecté les horaires ni le périmètre imposé par leur assignation, selon la procureure de la République d'Évreux. Le comportement général de monsieur et madame Balkany a été un comportement d'opposition, un comportement désagréable à l'égard des services d'insertion et de probation, un comportement quasi outrageant à l'encontre du juge de l'application des peines. Depuis leur condamnation pour fraude fiscale, le couple doit rembourser environ 5,3 millions d'euros à la justice. Pour l'heure, seulement 2 000 euros ont été versés par le couple au fisc, selon la procureure de la République d'Évreux. Alors c'est un sujet où tout le monde a finalement un avis. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, et c'est des avis qui sont partagés. Certains considèrent qu'il y a une justice à deux vitesses, qu'on est en train de s'attaquer à des personnes qui ont 73 et 74 ans, dont Patrick Balkany, gravement malade l'année dernière, qui était en grande difficulté. Son médecin disait même, lorsqu'il était en prison, il serait resté une semaine de plus, il ne serait plus parmi nous. Et puis il y a aussi un autre penchant, c'est de dire, justice doit être faite lorsque l'on ne respecte pas les règles. Ce qui me perturbe un peu, et je me tourne vers vous, Georges Fenech, quand même, c'est quand on écoute la procureure de la République. Elle nous dit quoi ? Il y a un problème de comportement. C'est un comportement qui fait qu'on renvoie aujourd'hui une personne de 73 et 74 ans en prison. Et elle dit même quasi outrageant. C'est-à-dire qu'elle, finalement, il n'outrepasse
pas vraiment, ou en tous les cas pas totalement la loi. Est-ce que vous aussi, vous êtes perturbé par cette décision? Moi, je me sens très mal à l'aise dans cette affaire. Du côté justice, magistrat, j'aime l'institution, je l'ai pratiquée pendant 25 ans, et je ressens un profond malaise dans cette affaire. C'est pas pour prendre la défense de qui que ce soit, je vous dis comme je le ressens. Il faut quand même bien rappeler qu'il s'agit d'une affaire de fraude fiscale. On n'est pas dans un domaine de détournement de fonds publics, de corruption, qui lui avait été reproché au début, mais il y a eu une relaxe partielle là-dessus. Donc on est dans de la fraude fiscale, ce qui n'est pas bien, mais ça n'est que de la fraude fiscale. On n'est pas dans des affaires d'une gravité extrême, comme d'autres on en a connu sous la Ve République. Après, je crois qu'il ne faut jamais énerver la répression. Le magistrat a un pouvoir. Le juge d'application des peines a un pouvoir écrasant. C'est de faire exécuter une peine. Là, on voit bien, et je crois que le sentiment général, c'est que cette règle qui avait été fixée pour un bracelet électronique, qui, ce que dit Patrick Balkany, il ne savait pas qu'il sonnait parce qu'il était dans son jardin. On voit bien que c'est dérisoire, tout cela. Que ce n'étaient pas des condamnés qui cherchaient à fuir leur domaine ou qui cherchaient à ne pas exécuter cette peine de bracelet électronique. Il y a un problème dans l'applicabilité de cette forme d'aménagement de peine qui, manifestement, ne correspondait pas. Bon, à partir de là, il fallait revoir, me semble-t-il, l'exécution. Ce qu'il aurait aussi reproché, c'est de ne pas avoir respecté l'assignation à résidence à plusieurs reprises, ça c'est ce qu'on était entraîné. Et surtout la condition majeure que leur avait fixée la juge d'application des peines pour autoriser le placement sous bracelet, c'était rembourser le fisc. Mais je sais que c'était au-delà de ça. La justice n'est pas l'agent de recouvrement déjà de l'administration fiscale. Et je relève ce que vous avez dit également, parce que je le ressens de la même manière. Il n'existe pas de délit de comportement désagréable ou de quasi-outrageant. Je crois que le juge doit être au-dessus de tout cela. Voyez-vous, c'est pas une réponse qui consiste à dire on va te montrer de quel bois je me chauffe. C'est pas ça la justice. C'est un peu l'impression que ça peut donner. En plus, ils sont âgés, ils sont malades, ils ont été libérés déjà pour des questions de santé. Donc, je ne pense pas qu'on donne le bon exemple dans cette affaire. Antoine Léaumont. Monsieur Balkany a quand même été condamné, vous l'avez dit, pour fraude fiscale. C'est-à-dire qu'il a volé au fisc, j'ai compté, c'était 3 millions d'impôts sur le revenu et 1,36 millions d'ISF non déclarés. Chaque année, la fraude et l'évasion fiscale, ça nous coûte à tous 80 milliards d'euros par an. On a, pour une fois, un cas concret d'une personne condamnée pour la fraude fiscale dont elle s'est rendue coupable. Je trouve, moi, que la justice n'est pas assez dure avec les fraudeurs du fisc. Jérôme Cahuzac, c'était pas un exemple ? Je trouve que on devrait. Jérôme Cahuzac, c'était pas un exemple pour vous ? Mais c'est très bien qu'il ait été condamné. Mais combien d'autres ? Il a pas fait un jour, pas une heure en prison. Combien d'autres cours en... Oui, c'est vrai. Vous avez raison. D'ailleurs, je pensais qu'il avait été. Vous voyez à quel point les faits finissent par donner l'impression que les gens sont condamnés durement, alors qu'en réalité non. Il a été, vous l'avez dit, il a été condamné, mais à un bracelet électronique. Moi, je trouve que les fraudeurs du fisc devraient avoir peur. Il faudrait leur donner peur et avoir un gouvernement qui fait de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale l'une des premières priorités. On a vu dans la période qui vient de se produire combien nous manquions d'argent pour payer les services publics, combien nous manquions d'argent pour l'hôpital, pour l'école, pour la police, pour la justice. Vous pensez, monsieur, qu'ils doivent aller en prison ? Je pense qu'il faut... Moi, pour le cas particulier qui est ici... Balkany, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une justice politique ou pas ? Et pour le cas particulier qui est ici, moi, au moment où ça avait été dit, j'avais dit que je trouvais le mandat de dépôt trop violent. À l'audience. Donc à l'audience. Avant même que l'appel ne se prononce. C'était au tout début. Je disais, bon, c'est pas des gens qui, normalement, vont s'enfuir. Désormais, je veux dire, s'ils ne remboursent pas, s'ils ne respectent pas les injonctions qui leur sont faites, si ils ne respectent rien, ces gens-là doivent aller en prison. Ces gens-là doivent aller en prison parce qu'il faut qu'à un moment donné, la fraude fiscale soit condamnée comme n'importe quel autre délit. Ce sont les voleurs du peuple. D'un homme qui a 73 ans. Peut-être, mais il a volé le peuple pendant combien d'années ? Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Pilastre, et ensuite Pierre Gentil ? Eh bien, écoutez, c'est évidemment très compliqué. Si on analyse la situation, on peut avoir de la compassion. Ce sont des gens malades qui ont 73 et 75 ans. Ce ne sont pas des criminels qui intentent à la vie d'autrui. Ils ont été condamnés. Ils ne respectent pas la loi. Je n'ai rien à redire là-dessus. Mais évidemment que, pour moi, c'est faire un exemple de col blanc. Ces gens peuvent déranger en fonction de leur attitude, leur comportement, qui parfois étaient déplacés, même avec les journalistes. Souvenez-vous de l'affaire Quotidien et compagnie. Mais quand j'entends cette juge, honnêtement,
parler d'antipathie ou du côté désagréable des Balkany, si on devait mettre en prison toutes les personnes qui étaient antipathiques, il n'y aurait plus de place dans les prisons, j'ai envie de vous dire. Et puis on n'arrête pas de nous parler du fait que justement il n'y ait pas de place en prison. Donc pourquoi renvoyer ces personnes à leur âge et vu leur situation médicale dans les prisons dont on manque de place déjà pour les gros criminels? Pierre Gentil. Je suis très embêté, alors un peu pour des raisons qui ont été dites, vous avez bien dit effectivement. Mais on sent qu'il y a un malaise en fait autour de cette décision. Il y a un malaise qui est uniquement dû à l'âge. Non, attendez, moi j'ai un malaise différent, vous allez voir. Mon malaise, chacun a son malaise, un malaise un petit peu différent. C'est-à-dire que moi, vous savez, on a l'occasion d'en parler sur ce plateau. Moi, je suis pour que la justice soit sévère, mais je veux qu'elle soit sévère avec tout le monde. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que je considère qu'elle n'est pas assez sévère. Il y a eu le cas notamment à Creil il y a quelques jours avec cette condamnation de 9 mois à 1 an de prison pour un viol collectif, je rappelle, sur une mineure. Je rappelle que le viol collectif, accessoirement, c'est 20 ans. Donc si vous voulez, il y a des moments où la justice n'est absolument pas sévère et des moments où elle est très sévère. Donc moi, si la justice était aussi sévère avec la catégorie de personnes que je viens de vous citer, qu'elle l'était avec Patrick Balkany, je ne dirais rien. Je ne dirais qu'une seule chose, je dirais dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. En l'état, ça serait ma position de principe. Je dis bien de principe, s'agissant de M. Balkany. Personne n'est au-dessus des lois. Par ailleurs, moi, je suis sensible quand on touche parce qu'on dit c'est que de la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est l'argent du fisc. L'argent du fisc, c'est l'État. Quand on vole l'État, moi je considère que c'est grave. Donc je dis ça et en même temps, sans faire mon macroniste de service, on a un profil, il ne faut pas juger à l'aveugle. Le juge a un pouvoir d'appréciation. Là, on n'est pas, on ne va pas juger cette personne comme on jugerait quelqu'un de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. C'est une personne âgée, avec des difficultés, on l'a dit, de santé. Donc, en principe, ce pouvoir d'appréciation du juge, cette modération qu'on attend dans ce genre de cas, eh bien, elle n'est pas intervenue. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment qui est que les juges ont... Depuis quelques années, on a le sentiment qu'ils veulent se payer les politiques. Voilà. Et surtout, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'il y a une fermeté de la justice à géométrie variable? De manière générale, on estime à peu près à 80 000 places, à 80 000 condamnations de prison ferme non exécutées par manque de places de prison. On a un stock, si vous voulez, de condamnations qu'on n'exécute pas. Et là, on va déployer vraiment force de moyens pour faire exécuter, parce que le bracelet électronique fonctionnait pas comme on l'aurait souhaité, parce qu'il était désagréable, parce que ceci, parce que cela. C'est un problème d'équité. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un problème d'équité. On écoute justement Patrick Balkany, il parlait de sa femme, il était interrogé au micro de CNews hier. Écoutez. J'espère qu'ils vont comprendre qu'à un moment que d'abord, je suis pas sûr qu'il y ait une nécessité à ce que je sois enfermé en prison, que j'ai une vraie nécessité, c'est de m'occuper de mon épouse qui est faible, qui est malade, encore plus que moi, et que j'ai très peur de la laisser seule. Si elle avait été en prison, elle se serait suicidée en prison, ça c'est sûr. Et le fait que si elle reste seule sans moi, je crains le pire. Je crains le pire, voilà. Alors, elle a été prise en charge par le SAMU, on l'a vu dans le sujet de Solène Boulan. Rappelez-vous de ce message qu'elle avait pu poster hier. Je veux juste dormir, épuisé par l'âge, le mien, la haine des autres, l'angoisse pour l'homme de ma vie, la blessure inguérissable du gommage de ce que j'ai pu faire de positif. Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer. Et à mes amours à quatre pattes. Elle parle évidemment de ses chiens. Quand on entend Patrick Balkany, il y a aussi naturellement une forme d'empathie pour ce couple, qu'importe évidemment ce qu'ils ont pu faire et qui est là aussi condamnable. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Pilastre ? Bien sûr, c'est compliqué, je vous dis, il y a eu un jugement, ils ont été condamnés. Très bien, ils doivent le respecter, comme n'importe quel autre citoyen. Je ne suis pas en train de dédouaner les Balkany sur cette question, mais on peut faire preuve d'altruisme et d'empathie vu leur âge et leur état de santé. Et c'est sûr que les tweets de Madame Balkany sont quand même assez tristes. Enfin, quand vous pensez qu'il y a beaucoup de tweetos ou d'internautes qui se moquent d'elle et qui lui souhaitent de mourir, enfin, on en arrive où quand même ? On peut rester humain en faisant la part des choses, raison gardée. Allez-y. D'un mot, parce que je connais le sujet, ayant été rapporteur à l'époque sur le bracelet électronique. Le bracelet électronique, c'est une vraie peine. C'est pas j'évite la prison, etc. Au-delà d'un certain délai, 6 mois, 9 mois, ça devient quasiment insupportable. Moi, j'ai vu aux États-Unis notamment des gens condamnés au bracelet électronique préférer retourner en prison parce qu'ils n'en pouvaient plus
Parce que c'est vraiment la prison, les barreaux dans la tête. Il faut s'autoréguler soi-même, il faut éviter de franchir telle limite. C'est une vraie peine, le bracelet électronique. Mais c'est ce qui... En plus, là, la difficulté, il disait, je voulais aller récupérer ma boîte aux lettres, etc. Et ça sonnait, il y avait des illégalités. On aurait pu imaginer, effectivement, que l'enceinte de la maison soit, effectivement, le lieu d'enfermement à domicile, quoi. On avance. C'est juste une petite phrase sur le bracelet électronique. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit, mais à mon avis, le bracelet électronique, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détenus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin, justement, le lapsus est fait, mais de personnes qui sont assignées avec le bracelet électronique, qui peuvent effectivement à un moment ressentir un profond malaise. Mais le malaise, il est qu'ils ont l'impression d'être en liberté, et on leur donne l'impression d'être en liberté, mais en réalité, à la fin, ils sont rattrapés par le réel, qui fait que non, ils ne sont pas vraiment en liberté. Et c'est ce malaise-là, à mon avis, qui fait la difficulté. Moi, je trouve qu'on trouve beaucoup d'excuses aux époux Balkany. Et que si ça n'avait pas été cette situation-là, s'ils n'étaient pas vieux, si elle ne publiait pas des tweets comme ça, on voudrait qu'ils soient condamnés et que la condamnation soit dure. La justice a été plutôt douce avec eux en ouvrant la possibilité qu'ils n'aillent pas en prison et qu'il y ait ce bracelet électronique. Ça va, ils ne sont pas enfermés dans une cellule de 9 mètres carrés dans laquelle ils veulent envoyer les moins de petits délinquants. Qui lui est en prison. Le truc qui choque les gens, c'est que des gens comme les Balkany, comme les Républicains, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut que tout le monde aille en prison, que ça soit très dur, etc. Dès qu'il y a le moins de petits délinquants. Eux, ils ont volé 4 millions d'euros au peuple français et ils vont pas en prison. Voilà ce qui choque les gens. Ah non, je pense que ce qui choque les gens, c'est qu'aujourd'hui, on met Patrick et Isabelle Balkany en prison, alors qu'il y a 2 semaines, et je vous donne que cet exemple-là, vous avez un homme qui tabasse un chauffeur de bus, qui avait un CV déjà bien épais, un CV carcéral bien épais, et qui le lendemain est dehors. Mais en attendant, évidemment, cette comparaison. Le problème, c'est qu'on oppose les deux. Eux, ils ont. Évidemment. Parce que vous le savez bien, il y a un problème d'équité. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je suis pour que la justice soit dure avec tout le monde. Et n'oubliez pas. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de justice à 2 vitesses. Précisément, là, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a une justice à 2 vitesses. Et en plus, les autres détenus ou les autres personnes qui sont condamnées n'ont pas micro-tendu pour aller s'épancher sur leur situation. N'oubliez pas qu'à côté de la peine principale, l'emprisonnement au bracelet électronique, ils ont déclaré inéligibles. Ils ont perdu leur mandat. Normal. Ils ont été saisis par, le fisc. Tout à fait normal. Donc, ils ne sont pas indemnes. Non. Ils ont été vraiment sanctionnés. On voudrait avoir le sentiment qu'ils échappent à la justice. Non, ils n'échappent pas à la justice. Ils échappent à une peine. Il y a un problème d'exécution de ce bracelet électronique qui n'a pas fonctionné. Est-ce que ça valait vraiment de s'acharner sur eux, quoi? Moi, je trouve qu'ils échappent à une peine plus dure que c'était déjà. On avance. Allez, on passe à la politique. Pierre Gentil, qui a le plus à perdre demain? Oh là, à mon avis, les deux ont à perdre. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour que les 2 meetings se passent en même temps, mais il se trouve que quand on regarde un petit peu les études d'opinion, on voit qu'il y a 3 catégories de l'électorat qui sont particulièrement sûres, c'est-à-dire aux alentours de 80%, d'aller voter pour leur candidat. C'est-à-dire les électeurs de Marine Le Pen, les électeurs de Emmanuel Macron et les électeurs d'Éric Zemmour. La certitude de vote est très forte. Elle est moins forte pour Jean-Luc Mélenchon, elle est aux alentours de 60%. Donc, le fait de s'entrechoquer, à mon avis, ne fait peser qu'un seul risque, c'est celui qu'il soit... que ni l'un ni l'autre ne soit au second tour, et donc du coup que soit Valérie Pécresse les dépasse, voire même Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense qu'à mon avis c'est une mauvaise séquence à passer. Ensuite j'ai vu que les états-majors avaient bien compris, puisque même si le meeting est arrêté, ça fait quand même 10-15 jours que c'est comme ça, mais bon, il déclare que non, on n'est pas en campagne contre Éric Zemmour, on n'est pas en campagne contre Marine Le Pen. Et je pense qu'ils sont sincères, parce qu'à mon avis, Éric Zemmour a beaucoup à prendre à Valérie Pécresse, parce que sociologiquement, il peut plus attirer l'électorat de Pécresse que Marine Le Pen, et Marine Le Pen, elle, peut plus aller du côté des abstentionnistes, plus aller sur un terrain social, là où elle laisse l'immigration à Éric Zemmour. Donc c'est une mauvaise séquence à passer à mon avis demain, mais écoutez, on va voir. Caroline Pilastre. C'est une guerre fratricide, c'est assez intéressant de voir ça. 2 personnages qui, il y a quelques mois, auraient pu s'allier pour créer une force d'opposition et se porter pour la présidentielle. Genre d'union de la droite, en fait, c'est ça. Alors, sachez que le Rassemblement national, ils sont contre cette idée. Ils bien sûr, de la droite. Mais c'est l'idée d'un certain Éric Zemmour, oui. Oui, tout à fait. Déjà, il faut dire qu'il l'a dédiabolisé, puisque Marine Le Pen est quand même rentrée, pour beaucoup, dans l'appareil politique. Elle s'est polissée, donc sur certains sujets sociétaux, comme je le dis souvent, on peut la comparer
à Mme Pécresse ou M. Macron. Elle est moins conservatrice que Marion Maréchal aussi. Maintenant, je pense que tout serait une question de comportement. En fonction des éléments de langage et des punchlines des uns ou des autres, ça pourra soit leur servir, soit leur desservir. Mais on sait très bien, au fond, que M. Zemmour, parce que moi je le redis, je pense qu'il n'a aucune chance de passer, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de report de voix. Puisque justement, il n'y aura pas d'alliance. Bah écoutez, moi, non, mais c'est bien, vous prenez un risque. Je dis ce que je pense, je fais une vraie voix. Mais bien sûr. Je pense qu'il n'y aura pas d'alliance des droites, d'union des droites, bien évidemment, et que son but, c'est de savonner autant que possible la planche à Marine Le Pen. C'est de lui siphonner son électorat, mais d'un autre côté, les soutiens de M. Zemmour ne seraient sans doute peut-être pas restés par la suite chez Marine Le Pen à cause des questions que je vous ai évoquées et de son attitude. Des punchlines. Et puis regardez ce qu'a dit Marine Le Pen. Donc c'était dans les colonnes du Figaro. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues puis reparties, remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionnalistes, les païens et quelques nazis. Mais j'arrive pas à croire parce que du coup ça reconnaît qu'il y avait des nazis à l'intérieur du Front National. Enfin, à mon avis, c'est vraiment une erreur qui a été commise parce que c'était vrai. Je veux dire, par ailleurs, les nazis. Non, mais je suis désolé, les nazis, on les a vus le 5 décembre. On les a vus le 5 décembre au meeting d'Éric Zemmour. Ils assuraient son service d'ordre. C'était les Zouaves de Paris. C'est des néo-nazis. Donc c'est vrai ce qu'a dit. Il y a effectivement des nazis chez Éric Zemmour. Mais vous pouvez pas comparer quand même, monsieur. C'est quand même singulier. Les personnes de maintenant, il y a des néo-nazis quand même, dans les années 70-80, c'est pas les mêmes populations. Antoine Léaumont, des néo-nazis qui soutiennent un juif à l'élection de la présidente de la République, vous vous rendez compte quand même? Mais c'est pas le souci, ils sont d'accord avec ils sont d'accord avec mais parce que maintenant leur ennemi c'est pas nécessairement ceux-là, ils trouveront toujours d'autres ennemis maintenant. C'est fini les nazis, c'est quand même. Mais faites attention parce que ça va être de la diffamation. Antoine Léaumont, vous êtes responsable de vos propos. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont nos confrères qui ont dit qu'il y avait les Zouaves de Paris et qui sont des néo-nazis. Non mais de dire qu'il y a des néo-nazis effectivement proches de Éric Zemmour ou chez Éric Zemmour, vous êtes responsable. Mais ce sont vos confrères qui l'ont dit. Moi, je suis pas allé voir. Non, vous dites pas des confrères. Les gens qui ont cassé la figure à SOS Racisme, ce sont les Zouaves de Paris qui sont des néo-nazis et qui assuraient le service d'ordre d'Éric Zemmour. Et on peut très bien dire que l'extrême gauche provoque aussi les Zemmouriens dans ces cas-là. Mais non, pas du tout. Bien sûr que si. Pardonnez-moi. Restons sur ce duel entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, s'il vous plaît. Le grand gagnant de leur duel, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il le laisse faire. Ils ne s'en prennent plus à lui, ils s'en prennent l'un à l'autre sans arrêt. Et ils montrent bien par ça que leur enjeu n'est pas celui de gouverner la France. Ils sont dans un enjeu qui est d'être celui qui est à la tête de l'extrême droite. Donc leur enjeu n'est pas une prise du pouvoir. Ils ne veulent pas finalement prendre le pouvoir. Ils sont juste dans une logique de guerre entre eux pour être celui qui sera à l'issue de l'élection présidentielle à la tête de l'extrême droite. Tout ça n'intéresse pas les Français. Enfin, je veux dire, les Français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir payer leur essence, c'est pouvoir mettre de la nourriture dans leur caddie, c'est avoir un salaire qui est décent pour le travail qu'ils font. C'est savoir. Vous avez bien écouté, ce sera sur le pouvoir d'achat, ça va vous intéresser. Mais c'est la première fois. C'est la première fois qu'il en parle. Vous vous rendez compte, le gars est candidat à l'élection présidienne depuis maintenant plusieurs mois. C'est la première fois qu'il va nous parler de pouvoir d'achat. Nous faisons campagne depuis plus d'un an. Nous faisons campagne depuis plus d'un an sur ce thème-là. Il a déjà parlé du pouvoir d'achat, sauf que là, c'est une thématique, c'est la thématique principale de ce meeting. J'imagine que vous faites la même chose. Il était temps qu'il en parle. Vous avez fait un meeting sur la mer, l'espace, etc. C'était votre premier meeting. Mais le pouvoir d'achat est toujours la question centrale, parce que la question sociale est mais juste pour aller jusqu'au bout de ça, la question sociale est à l'intérieur de toutes les autres questions. Elle est aussi à l'intérieur de la question écologique, parce que si on veut faire de l'agriculture bio, il faut donner les moyens aux gens d'acheter cette agriculture bio. Donc voilà. Très gentil. Un mot. Non mais en fait, je pense qu'il y a une idée à balayer en brèche. C'est-à-dire, je connais ce reproche qui vient de la gauche, qui est de dire qu'au fond, la droite et ce que vous appelez l'extrême droite, que je récuse en tout cas comme terme, ne parle que de l'immigration. Moi, je vais vous dire une chose, je suis d'accord avec vous. Enfin, pas qu'il ne parle que de l'immigration, mais en tout cas, l'immigration, c'est le thème majeur d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il s'est positionné en disant cette élection, l'identité de la France. C'est l'identité de la France, c'est la lutte contre le grand remplacement, etc. Mais vous savez, on reproche ça à Éric Zemmour. Je ne vous entends pas reprocher aux écologistes de ne voir que tout sous le prisme de l'écologie. Il y a des logiques, il y a des idéologies qui sous-tendent tout ça. D'ailleurs, Éric Zemmour, à un moment, il dit l'immigration n'est pas la seule cause de tous les maux de la France, je crois qu'il dit ça comme ça, mais il dit elle les conditionne tous. C'est-à-dire qu'il voit ça à travers un prisme, il voit ça à travers le prisme économique, à travers un prisme international, etc. Donc, le fait de parler d'immigration ne me paraît pas infamant, et d'autant plus, je termine en un mot, d'autant plus que encore une fois, les dernières études d'opinion et les attentes des Français, 57% des Français qui considèrent qu'il y a un grand remplacement en France, interrogent les Français et justifient et légitiment
qu'on aborde ce débat. Que vous le vouliez non, parce que vous ne voyez les choses que par un prisme social et économique. Pas du tout. Mais par ailleurs, si on parle d'écologie, les prochaines grandes vagues d'immigration seront dues aux crises climatiques. Seront dues aux crises climatiques. Et les vagues d'immigration actuelles sont dues à deux phénomènes principaux. Un, les guerres. Et nous n'étions pas du côté de ceux qui voulions faire la guerre. Vous êtes d'accord que la majorité des gens qui viennent en France, c'est pas que pour des histoires de guerre, quand même. Deux, l'immigration économique qui est due au fait qu'on fait des accords de libre-échange avec certains pays qui détruisent leur économie et qui poussent certaines personnes à partir. Donc, si on veut traiter, y compris la question de l'immigration... Non, on s'écarte pas du tout. Si, parce que le sujet, c'était entre Marine Le Pen et Antoine Léaumont, c'est sans fin. Aller jusqu'au bout. Si on veut traiter, y compris la question de l'immigration, il faut être critique vis-à-vis du système qui organise à la fois le dérèglement climatique et les accords commerciaux illégaux. Et ça s'appelle le capitalisme. Aucun des deux. Je crois que les deux. En tous les cas, ce qui est moi j'ai du mal, avec la gauche qui ne supporte pas ces questions de fond. Pardonnez-moi, vous l'avez rappelé. Non, mais c'est quand même assez gênant en général de la part de la gauche de parler de sécurité et d'immigration. C'est très bien ce qu'ils en pensent. Et je ne suis pas en train vraiment de critiquer quoi que ce soit. Chacun a son idéologie, chacun a son électorat. Et chacun, donc, prêche pour sa paroisse. Mais moi, où j'ai du mal en tant que citoyenne, c'est qu'on oppose ces sujets de fond. Bien évidemment que vous voyez les sondages, le pouvoir d'achat ressort toujours en tête. Ça intéresse évidemment tout le monde. Mais en général, une fois sur deux, c'est les questions sécuritaires, d'immigration ou l'environnement. Donc pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on est obligé de s'énerver, d'être exaspéré en fonction du bord politique? Tout ça intéresse les Français en règle majoritaire. Non, mais bien sûr. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut traiter tous les sujets. Et qu'on a l'impression que pour l'instant, dans cette campagne présidentielle, ces deux candidats s'intéressent principalement à un seul sujet. Marine Le Pen en parle moins que dans sa précédente campagne, reconnaissez-le. N'inclut pas. Mais c'est pas vrai. Marine Le Pen en parle moins parce qu'aussi Éric Zemmour, est là, donc elle se dit qu'il faut qu'elle aille sur d'autres sujets. Bien sûr, mais donc reconnaissez qu'elle ne fait pas que parler de ça. C'est ce qui d'ailleurs donne beaucoup de flou à sa campagne, parce que par exemple sur l'Union européenne, c'est parti. Moi, je sais même plus vous dire ce que pense Marine Le Pen. Je n'en suis pas capable. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle raconte sur le sujet. Mais par ailleurs, Éric Zemmour, c'est aussi flou. Il y en a un qui est clair. Il y en a un qui dit qu'il appliquera son programme quoi qu'il arrive. Bien évidemment. Donc, je m'attendais pas à une autre réponse de votre part. Ça peut peut-être vous saouler, mais nous, on a ça. Voilà, qui s'appelle un programme qui est sorti en librairie en novembre. Et on fait campagne. C'est un programme qui est une nouvelle mouture de ce qu'on a fait en 2017. Il n'a pas excessivement changé notre programme pour une raison simple. Je ne suis pas sûr que le programme ait changé, je pense que le personnage a changé. Je pense que Jean-Luc Mélenchon de 2017 ou de 2012 n'est pas le Jean-Luc Mélenchon, et c'est un peu normal, mais je pense qu'il s'est radicalisé en quelque sorte. Et notamment, on y reviendra sur la police. Non, radicalisé, je pense sur la police, je pense qu'il a sur les mesures. Non, sur les mesures. Parce que le système capitaliste est devenu aussi. On va en discuter dans 5 minutes. Vous savez que je veux juste terminer sur Éric Zemmour et Marine Le Pen, et on parle de Jean-Luc Mélenchon dans 5 secondes. Dans 5 secondes, juste en réponse aux propos de Marine Le Pen, Gilbert Collard a réagi ce matin. Voilà ce qu'il disait. C'est tout de même extraordinaire de voir que Marine Le Pen utilise contre le mouvement Reconquête une insulte de type que le Rassemblement national a subi pendant des années. Je pense que quand il n'y aura plus personne au Rassemblement national, elle va finir présidente de SOS Racisme. C'est son destin maintenant. Une toute dernière réaction, celle de Jordan Bardella, invité de la matinale, et interrogé par Laurence Ferrari. Écoutez. Donc on n'est pas dans la même démarche, si vous voulez. Aujourd'hui, on est en train de créer, avec Marine Le Pen, une très grande force populaire. On n'est pas en train, si vous voulez, de recomposer des chapelles. Je pense qu'Éric Zemmour confond la fermeté avec la brutalité, et que la stratégie qu'il a mise en place, qui est une stratégie du buzz, de la polémique, de la provocation en quelque sorte, ne lui permettra pas de se qualifier au second tour, et les Français le savent, encore moins de gagner l'élection présidentielle. Il y a des gens, effectivement, autour d'Éric Zemmour, qui sont des gens peu recommandables, bien sûr. On avance. Et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, Mathieu, ce soir. Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. 12, comme le nombre de policiers qui se sont donné la mort depuis le début de l'année. Il y a eu une réunion aujourd'hui, place Beauvau. En interne, il se dirait que le ministère parle de crise au sein de la police, parce que 12 suicides en si peu de temps, c'est quasiment du jamais vu. Je crois qu'il y avait eu 50 suicides en 2019. Et donc on est sur des dynamiques très inquiétantes. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est joué? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées? Ça a été une longue discussion entre tous les syndicats de police, plus, il faut le souligner, des associations qui luttent contre le suicide, l'association PEPS, des associations qui sont gérées par des policiers pour des policiers. Et surtout, le suicide, c'est l'ennemi maintenant invisible de notre institution.
c'est l'un des premiers ennemis sur lesquels on doit faire face. Vous avez raison, 12 policiers suicidés en 1 mois. L'année dernière, c'était en 3 mois, c'était au mois de mars, pour qu'on ait une grandeur d'idée. Et vous savez, le suicide, la mort brutale de Pierre, ce policier de 22 ans des quartiers nord de Marseille, major de promotion, a bouleversé notre institution. Un policier exemplaire, dynamique, sportif, j'échange régulièrement avec sa maman. C'est en réalité des drames qui brisent notre institution, qui brisent notre métier, qui mettent à terre nos collègues. Et c'est pour ça que derrière ces chiffres, il y a des vies humaines. Les propositions aujourd'hui, elles sont un début, mais elles ne résoudront pas tout. On veut accentuer les détections de psychologie par des tests renforcés lors des recrutements. On veut augmenter les cellules de veille, c'est-à-dire le suivi des policiers en difficulté dans chaque département. Mais il faut aller plus loin. Il faut mettre en de nouvelles méthodes de débriefing, de suivi post-traumatique des policiers après des interventions compliquées. Et surtout, le métier du gardien de la paix de 2022 n'est plus celui d'il y a 10 ans. Les policiers font face de plus en plus à de violence, à des gens violents, font de plus en plus face à des tribunaux médiatiques, font de plus en plus face à une contestation de leur autorité sur la voie publique. Et malheureusement, il faut le dire aussi, monsieur Léaumont, il y a des propos qui stigmatisent aujourd'hui les policiers. Et le premier problème de votre parti aujourd'hui, c'est la haine anti-flic qui biberonne votre chef de responsable qui a montré un pugilat médiatique lors de l'émission de Face à Baba de monsieur Hanouna, où on a vu un policier du quotidien, un baqueux, qui voulait exposer ses problèmes au quotidien et qui a fait face à un mur de haine et de colère. Donc moi, je veux bien entendre que monsieur Mélenchon, c'est la fureur et le bruit, ça a été la haine et le mépris plutôt face à notre collègue. Non, je crois pas. Et je pense que quand on a des propositions à faire, j'ai pas entendu monsieur Mélenchon par exemple parler de la réponse pénale. On a aujourd'hui des chiffres officiels du gouvernement. Vous savez que c'est aujourd'hui un voyou sur 10 qui passe devant le tribunal pour avoir frappé un policier, qui à l'issue du tribunal va en prison. Un voyou sur 10, 9 ressortent libres. Donc quand on dit que le problème de la police, c'est la justice, c'est pas dire que tous les magistrats sont laxistes, c'est dire qu'aujourd'hui, je termine, je vais vous laisser parler. Attendez. Mais ça, je dois vous reconnaître à vous que vous n'êtes pas comme votre patron politique, vous me laissez finir. C'est pas comme le cas que mon collègue n'a pas eu la chance d'avoir lors de l'émission il y a 15 jours. Non, il n'a pas pu s'exprimer. À chaque fois, il se faisait rembarrer. Continuez, et ensuite qu'il y ait la réponse. Donc moi, je vous dis, les policiers sont républicains, ils obéissent à des gens républicains, et en réalité, notre collègue a été attaqué dans l'émission de Face à Baba, face à une personne qui n'a pas en réalité les fesses propres. Il a quand même été condamné, M. Mélenchon a été condamné pour avoir pris parti violemment des magistrats et des policiers quand même sur un acte de perquisition. Et d'ailleurs, il a été condamné par le peuple français, puisque les magistrats du tribunal judiciaire de Bobigny ont exprimé du peuple français. Donc finalement, vous n'êtes plus pour dire que le problème de la justice. Quand il condamne Mélenchon, vous êtes content. Moi je suis content quand il condamne avec des voyous. Donc quand on a été condamné. Moi j'aimerais. Non, mais je vais aller plus loin. Vous trouvez que M. Mélenchon est un voyou? Il a pris à partie des policiers et des magistrats, donc on est un voyou quand on fait ça. M. Mélenchon est un. Simplement, je termine, je vais parler. Non, mais moi, je me félicite pas que M. Mélenchon soit condamné. Je me félicite que tous les voyous qui s'en prennent aux représentants de la France publique, du puissant au moins puissant, ça devrait vous plaire, puisque c'est les discours que vous défendez, soient gérés de la même manière. La réponse de Antoine Léaumont. La réponse sur quoi précisément? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de thèmes, mais c'est que je crois que en tous les cas, ce qu'il essaye de non, mais ce qu'il essayait de dire. On va parler du suicide dans un instant, mais comme il vous a pris entre guillemets, c'est pour ça que je vous donnais la parole tout de suite en disant que Jean-Luc Mélenchon avait pris pour habitude ces derniers temps de stigmatiser la police, d'attaquer la police et d'entrer en confrontation avec la police. Il y a un petit discours médiatique qui consiste à souvent falsifier nos positions. Je vous le dis, mais c'est pas contre vous. J'espère bien parce que ce serait faux. Je vois que vous soupirez, mais non, je soupire pas, je vous écoute attentivement. Mais si c'est pas contre nous, c'est tant mieux. Par exemple, nous voulons désarmer la police, en oubliant de préciser que nous parlons uniquement de la police dans la gestion de maintien de l'ordre. C'est-à-dire dans le maintien de l'ordre en manifestation. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Non, ça pose un autre problème qui est effectivement que, vous avez raison, il y a des gens qui sont de plus en plus violents avec les forces de police. Et désarmer la police, pardonnez-moi de vous couper, mais il l'avait dit au moment de la manifestation Place de la République avec le comité Traoré. C'était vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Oui, non, mais sauf qu'il l'avait dit. Il l'avait redit pendant cette manifestation-là et c'est moi qui l'avais interviewé et j'avais été assez surpris. Parce que nous portons les mêmes propositions, quelles que soient les manifestations. Mais par ailleurs, dans d'autres pays, il y a de la gestion du maintien de l'ordre de manifestation avec aussi des violents et où les armes comme les LBD et les grenades de désencerclement n'existent pas, ou comme le nassage par exemple n'existe pas. L'Angleterre par exemple, l'Allemagne. Vous avez vu ce que ça donnait? Ça donne du corps à corps et des confrontations violentes où on a des centaines de policiers blessés. Mais en France aussi. En France moins, parce qu'on est dans une stratégie où on interpelle et on extrait. Vous avez la situation inverse. Vous avez des citoyens qui sont blessés. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une dizaine de personnes qui n'étaient même pas des gens qui étaient en train de jeter des cailloux ou je ne sais quoi sur les policiers qui ont été blessés. C'est pas normal. On vous dit pas que l'action de la police elle est pas parfaite. On vous dit pas qu'on est parfait en tout temps. Précisément. Mais est-ce que M. Léaumont, je peux entendre de votre bouche que les barbares ce sont pas les policiers, ce sont les voyous en noir qui constituent les Black Blocs, qui s'en prennent aux manifestants et aux policiers parce qu'ils portent l'uniforme? Non, je vais pas vous faire ce plaisir-là. Pourquoi ça vous écorche la bouche de vous dire ça? Parce que j'ai pas envie d'entrer. C'est pas les Black Blocs le problème dans les manifestations? Je trouve que quand non mais les Black Blocs c'est pas les problèmes.
Je trouve que c'est un problème, mais nous n'avons cessé de dénoncer... Donc c'est les barbares, c'est pas les policiers. Ceux qui sont violents avec les autres sont des barbares. Ceux qui éborgnent, ceux qui font exploser les mains des autres sont aussi des barbares. Ça vous fait mal de dire que la police n'est pas le problème et que ce sont les voyous en noir, les black blocs et les... Vous m'avez mal entendu. Vous m'avez mal entendu car je viens de vous dire que je dénonce les violences quand elles ont lieu, quand il s'agit des black blocs et quand il s'agit des policiers. Mais non, vous avez dit que les policiers étaient des barbares, si j'ai bien compris. Attendez, Antoine Léaumont, s'il vous plaît. Je ne varie pas. J'ai cru entendre. Dites-moi si je me trompe. Quelqu'un qui éborgne un enfant. Ceux qui donc vous étiez en train de dire. Mais encore une fois. Mais qu'est-ce que vous pensez? Si c'était votre enfant, si c'était votre enfant qui avait perdu un œil parce qu'il était généralisé, c'est ça qui me perturbe. Je vous dis quelqu'un, je n'ai pas généralisé. Vous avez remarqué? Je suis pour que les policiers qui ont commis des actes violents soient condamnés. Et je pense que vous aussi. Mais ils le sont. Ils sont pas exemptés de condamnation. Mais l'IGPN, c'est pas l'IGPN. La publicité, et puis ensuite on reparlera des suicides dans la police. Je suis désolé, regardez. Je voudrais juste. Allez-y, en 30 secondes pour déborder pas trop. Sur le suicide des policiers. Ah bah on y revient juste après la publicité et c'est vous qui avez la parole dès le retour de pub. Ok. La question du soir. Face à la vague de suicides chez les policiers, le gouvernement en a-t-il fait assez pour protéger et accompagner les forces de l'ordre? C'est ce qu'on a posé comme question sur Twitter. Voyez la réponse avec plus de 90% de non et 9,9% de oui, avec un peu plus de 2000 personnes qui ont réagi sur Twitter. Antoine Léaumont, chose promise, chose due, je vous avais dit avant la pub, une réaction, vous l'aurez juste après, donc, sur les suicides. Quelles sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon, par exemple? Déjà, nous voulions faire une commission d'enquête en 2019 sur le sujet qui a été refusée par La République En Marche. C'est pas un problème qui est récent, c'est un problème qui est endémique, bien sûr. Date d'il y a longtemps, et vous le disiez, on est à l'heure actuelle au niveau où on était en mars l'année dernière au niveau des suicides. Je crois qu'il y a plusieurs choses à faire pour considérer plus correctement le métier de policier. Déjà, rénover les commissariats, payer les heures supplémentaires. On est à 22 millions d'heures supplémentaires non payées. Les gens ne le savent pas, mais l'utilisation des forces de police qui a été faite dans ce quinquennat a suscité beaucoup d'heures supplémentaires pour les policiers, beaucoup de fatigue, beaucoup de travail et des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. C'est quand même la moindre des choses que de payer le travail justement quand on veut que les gens se sentent respectés. Et puis, nous pensons qu'il faut augmenter le temps de formation des policiers. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, je dois le dire très honnêtement, sur les suicides de policiers. C'est ces formations qui ont lieu après, des événements post-traumatiques qui ont lieu après. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait dans la formation avant beaucoup plus d'éléments de ce genre-là pour préparer davantage les policiers à la violence que constitue le métier qu'ils doivent affronter. Est-ce que vous savez comment c'est la formation aujourd'hui de la garde de la paix, M. Léaumont? On est sur 1 an, c'est ça? Non, on est sur 8 mois et on va repasser à 12 mois à compter de mai 2022. Et celle d'un officier, d'un commissaire 3 ans. Officier, combien de temps une formation? Parce que vous dites que vous voulez changer les durées de formation, mais il faut connaître. C'était pour 2 ans pour les policiers de terrain. Moi, je suis pas un spécialiste de la police. Ah, bah c'est bien le problème de votre parti, j'ai l'impression. Non, mais nous avons des spécialistes de la police. Hugo Bernalicis en est un. Et je pense que Hugo Bernalicis aurait totalement la réponse à la question. Moi, je crois. Mais je n'en suis pas sûr que c'est 1 an aussi. Alors moi, je reprends 4 propositions, puisque vous disiez que le problème des policiers, c'est la manière dont ils sont traités, les heures supplémentaires, les commissariats. Bon, on a des commissariats qui se relèvent beaucoup plus, on part de très loin. C'est pas uniquement une question d'un gouvernement d'aujourd'hui. Non, c'est... La deuxième chose, c'est que supprimer les bacs, on crée des voyous, désarmer la police. Nous, on est pour désarmer les voyous plutôt que la police. Et la troisième chose, lorsque dans une émission, quand on dit... Vous avez refait désarmer la police. Vous savez, les policiers aujourd'hui aussi, ce qui pèse sur leur morale, c'est qu'on les stigmatise et qu'on les désigne directement comme coupables. Quand sur une émission de grand public, on dit que dans l'affaire Cédric Chouviat, suite à un contrôle de police, où évidemment c'est toujours un drame quand on a un décès, on dit que les policiers sont des assassins, on bafoue la présomption d'innocence auquel vous êtes attaché, c'est ce que Mélenchon a fait, et du coup les policiers sont stigmatisés, désignés comme coupables, et eux c'est des sous-hommes. Ils n'ont pas droit à la justice des hommes telle que vous défendez. Vous savez ce que c'est qu'un assassin? Ça veut dire qu'ils ont prévu de tuer cette personne. Est-ce que c'est ce que vous pensez des policiers? C'est ça aussi qui mine leur morale, c'est qu'on dit des conneries et qu'aujourd'hui on les désigne présumés coupables. Mais non, parce que c'est des assassins ou pas? Vous utilisez... Non mais est-ce que c'est des assassins ou pas? Mais ils ont tué quelqu'un. Donc c'est des assassins? Ils ont tué quelqu'un. Bah tuer quelqu'un, c'est pas être un assassin. Ils sont des meurtriers du coup. Ah bah c'est pas à moi de le dire, vous êtes juge. Si vous préférez, vous êtes juge, vous êtes procureur. Si vous préférez le terme. Moi je suis pas juge ou procureur. Quand on tue quelqu'un, il y a pas de présomption d'innocence pour les policiers. Monsieur, ayez un peu de respect quand même pour Sophia Chouviat qui a perdu son. Eh ben ayez du respect pour la présomption d'innocence des policiers aussi. J'ai pas de respect. Pas de respect, pas de présomption d'innocence. Je n'ai pas de respect. Donc les policiers n'ont pas la présomption d'innocence. Je n'ai pas de respect. C'est une proposition de votre parti. Je n'ai pas de respect pour des policiers qui tuent des gens en contrôle. Et moi donc ils ont tué, donc ils ont été condamnés. Moi je pense que leur place. La diffamation que vous êtes en train de faire. Quelqu'un est mort, oui ou non? Comment? Quelqu'un est mort. Oui, quelqu'un est mort. À quelle occasion? À l'occasion d'un contrôle de police. Vous n'êtes pas procureur et je suis pas votre accusé. Quand quelqu'un disait qu'il étouffait. Non mais ça c'est la justice que vous voulez mettre en place dans le pays de demain, mais c'est pas celle qu'on veut. Monsieur,
Moi, je veux une justice impartiale. Vous vous grandiriez à condamner vos collègues. Et vous vous grandiriez à respecter plus les policiers. Mais je les respecte précisément. C'est votre parti qui, par sa haine, contribue à accabler la police nationale à faire de mon cible. Je suis comme Sophia Chouviat, je n'ai pas de haine. J'ai envie que la situation s'améliore. Vous condamnez nos policiers sur un plateau télé alors qu'ils doivent passer, si la justice estime, de les faire traduire devant un juge. Je condamne moralement des policiers qui ont tué quelqu'un. Oui, mais la morale, ça fait pas la justice, monsieur. Oui, mais ça fait la vie ou la mort d'une personne. D'accord. Donc on condamne en fonction de la morale et pas des lois de la République. Je condamne en fonction. On essaye de faire avancer un tout petit peu. Oui, non, mais c'est important, mais sauf que on voit aussi ce dialogue de sourds entre les deux et vous n'avancez. On peut tuer ou non. Non, mais attendez, laissez Pierre Gentil. Antoine Léaumont, vous allez aller sur des termes. Non, pas du tout. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'est la justice. Antoine Léaumont, on peut tuer. Moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais j'ai dit que c'était. Il y a la qualification juridique d'assassinat et il y a le fait de tuer. Mais on peut tuer sans être un salaud. On peut tuer pour défendre. On peut tuer pour protéger. Vous avez vu les images ou pas? Non, il dit de manière générale. Non, mais attendez, je parle pas de cette affaire-là. Moi, je me prononce. Moi, je vous parle de ça. Non, on dit la police tue. Moi, excusez-moi, pardonnez-moi de vous amener aussi sur ce sujet. Mais c'est vrai. Je distingue entre le fait. Pour moi, les policiers peuvent aller effectivement jusqu'à tuer. Je dis pas qu'ils doivent tuer, mais j'ai dit ils ont ce pouvoir-là. C'est un pouvoir gravissime, évidemment. Mais faut pas tout de suite amalgamer tous les policiers en disant ce sont des assassins. On peut pas dire ça. Ils n'ont pas ce pouvoir-là dans toutes les situations. Si, non, pas dans. Mais non, j'ai jamais dit dans toutes les situations. Pas dans le cadre d'un contrôle. Dans le cadre. Si, non, pas dans le cadre d'un contrôle. Non, mais évidemment. Non, mais Antoine Léaumont, je parle d'un cas. Non, typiquement un cas de légitime défense. Typiquement un cas de protection. Typiquement, si quelqu'un veut tuer une autre personne, il est logique que le policier, à un moment, puisse aussi utiliser son arme de service. S'il le peut, et il fait tout pour ne pas tuer. Il fait tout pour ne pas tuer. D'accord. Mais dans le cas d'une personne qui dit j'étouffe cette fois, non mais elle ne fait pas tout pour. Non mais moi je me prononce pas sur cette affaire. Encore une fois. Je laisse la justice se faire. Mais justement, non. La justice se faire, mais non, justement, vous anticipez un peu trop. Vous anticipez trop. Je pense qu'il est très important. Le jugement n'a pas été rendu. Précisément pour que l'honneur de l'uniforme soit systématiquement respecté, que quand il y a des cas extrêmement graves comme celui-ci, des gens comme vous et comme moi, nous soyons capables de dire que c'est grave et de les condamner. Personne ne dit le contraire. Quand il y a une bavure qui est faite par un policier, tout le monde le dit. Ils sont condamnés d'ailleurs. Quand la bavure elle est constatée, quand un jugement intervient, personne ne s'élève contre ce jugement. Mais il faut attendre que le jugement arrive. Vous êtes dans une... Moi, ce que je vous reproche, si vous voulez, malheureusement... Enfin, je considère qu'il y a eu une évolution de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a un courant à gauche, en particulier à l'extrême gauche, qui est très anti-flic, qui est un courant qui vient en particulier des banlieues, que vous voyez, je pense, comme un électorat. Non. Et vous jouez vraiment avec le feu, avec ça. Non, il y a un problème qui a été longtemps ignoré, qui sont les contrôles aux faciès. Et ça, vraiment... Vous avez beaucoup plus de chances de vous faire contrôler quand vous êtes noir ou quand vous êtes arabe que quand vous êtes blanc. Moi, je n'ai jamais. Sur quel chiffre vous basez pour affirmer ça? Mais c'est même pas des chiffres. Je comprends pas comment c'est possible. Il n'y a pas non, mais il n'y a pas de statistiques ethniques. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France. C'est pas possible. C'est des sondages qui ont été faits. C'est des sondages. Comment on peut faire un... Mais par ailleurs, on peut pas faire de sondage sur des critères ethniques, c'est impossible. Il suffit de discuter avec des gens qui sont noirs ou arabes. Moi, mon beau-frère, par exemple. Non, mais attendez, moi, mon beau-frère, il s'appelle Rachid, il est grand, il est baraqué, il est barbu. Vous savez, le ressenti individuel ne fait pas le ressenti de tout un pays. Mais c'est pas une question de ressenti individuel. Mais précisément, quand vous ignorez ce fait-là, quand vous le mettez sous le tapis, quand vous dites non, ça n'existe pas, etc., vous donnez crédit aux gens qui disent les politiques ne se rendent pas compte des problèmes. C'est un problème. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez, alors clarifions tout, est-ce que vous pensez que la police en France est une institution qui est plus sujette au racisme que d'autres institutions? Je pense que... Alors, je vais vous répondre, mais en deux temps. Je pense qu'il y a à l'intérieur de la police des gens qui sont racistes. Comme dans toutes les strates de la société, oui. Très bien, on est d'accord. J'ai dit que je répondais en deux temps. Je pense qu'ils sont dans le corps policier en proportion plus importante que dans d'autres endroits parce que les enquêtes d'opinion qui sont réalisées chez les policiers, par ailleurs, nous donnent des résultats électoraux qui sont extrêmement favorables aux candidats d'extrême droite. Et quel rapport ? Pour moi, les candidats d'extrême droite... Donc vous faites le lien parce qu'ils sont candidats, parce qu'ils soutiennent des idées racistes. Voilà. Je considère que un certain nombre de policiers le sont. Mais par ailleurs... Donc, attendez, juste pour les téléspectateurs, parce que ça peut on peut se perdre un peu. Non, mais je veux juste résumer votre propos. Vous êtes en train de dire que parce qu'il y a une bonne partie des policiers qui soutiendraient potentiellement le Rassemblement national, il y aurait donc de fait, parce qu'ils soutiennent le Rassemblement national, il y a un peu plus, une proportion plus importante de racistes dans la police. C'est ce que vous êtes en train de dire.
J'essaie de faire une sorte de récap. Je pense qu'ils votent pour les candidats qui correspondent à certaines idées. Parce que vous avez dit dans la première phrase. Allons jusqu'au bout. Il y a un groupe Facebook avec 8000 personnes dedans, dans lequel étaient échangés des propos racistes. C'est Street Press qui l'a démontré. Il y a une enquête. Mais pourquoi est-ce que vous faites une généralité? Ce que je trouve très dommageable, monsieur, et dangereux, c'est que vous fassiez une généralité. On a 8000 personnes qui échangent. Moi, j'aimerais revenir sur les suicides des policiers. Vous venez d'admettre, alors, à tort, enfin, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que les électeurs du Rassemblement national, comme les électeurs d'Éric Zemmour, ne sont pas plus racistes que n'importe quel autre électeur. Pardonnez-moi. Non, pas du tout. Ça, je pense que vraiment, il va falloir, vraiment, pour le coup, vous évoluer là-dessus, vous voyez. Mais là, ce que vous venez de dire, vous venez quand même de dire, malgré tout, que l'institution policière est plus sujet, que les policiers, le corps de policiers, est plus sujet au racisme que d'autres. Et ça, vous voyez, je pense que c'est une faute. Plus que sur les suicides, Caroline Perrin. Non, mais attendez, parce que là, on est avancé, justement, on ne va pas rester sur les suicides, on avance un tout petit peu. Comment vous expliquez et on le voit même sur ce plateau, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il peut y avoir un débat, même si il peut être virulent, il peut être dur, mais tous les débats, effectivement, sont légitimes du moment qu'on est dans le respect. Oui. Caroline Perrin, comment vous expliquez ce décalage idéologique entre les propos tenus par la France insoumise et finalement cette confrontation qu'il y a même d'idées et de ressentis par rapport à la police? Pour moi, c'est un manque de nuance. Je le redis, quand on généralise les faits, c'est toujours extrêmement dommageable et dangereux parce qu'on met tout le monde dans le même panier. On sait très bien que la France insoumise, une fois de plus, sur les questions sécuritaires, ont un souci. Je veux dire, c'est très clair. Quand on a vu l'attitude de M. Mélenchon chez Hanouna face à votre collègue, j'étais la première à être outrée parce qu'on peut avoir un débat d'idées, on peut être en désaccord, c'est le principe de la liberté de pensée et d'expression, mais montrer du doigt en stigmatisant toute une corporation qui est quand même, je le rappelle, une des corporations les plus contrôlées avec l'IGPN, et dire « vous obéirez si je suis au pouvoir ». Mais qu'est-ce que c'est que ce ton péremptoire? Moi, je l'ai vu en tant que téléspectatrice, même si ça n'est pas ma tasse de thé, la France insoumise, j'ai pu donner raison à M. Mélenchon sur des sujets sociétaux, tels la retraite, tels les moments où il a parlé d'hôpital avec une de vos collègues aussi. C'était très intéressant. Mais le reste, il avait quand même un visage qui était déformé par la haine la majorité du temps. Et pour en revenir, écoutez, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu comme beaucoup de gens, et j'ai été très mal à l'aise vis-à-vis de ce débat, parce que c'était pas un débat de fond, c'était un genre de règlement de compte. Pardon, monsieur. Non, mais effectivement, et restons sur la police. Mais pour en rester, évidemment, à la police, cette jeune fille, Sophia, qui est venue sur le plateau, on peut comprendre son désespoir et ce drame. Bien évidemment, je me suis mise à sa place. Elle a perdu son papa. Donc c'est terrible humainement. Et elle a parlé avec ses tripes. Donc je ne vais certainement pas l'enfoncer. Et je ne suis pas juge ni procureur. Je n'ai pas eu le dossier entre les mains. Donc je ne me permettrai pas de juger. Mais je la comprends vis-à-vis de la fille qu'elle est. Après, je vous le redis, faire une généralité, quand on est de gauche, concernant la police, c'est extrêmement dangereux, parce que quand les gens dérapent, il faut les sanctionner une fois de plus. Mais quand ils sont respectueux, il ne faut pas jeter le poids avec toute une corporation. Il nous reste 2 minutes et je veux le mot de la fin pour Mathieu Vallet. Allez-y. Et dans les quartiers en règle générale. Très bien. Alors justement, précisément, nous ne faisons pas de généralité. C'est justement ça que je veux que les gens comprennent ce soir et que vos téléspectateurs comprennent. On ne fait pas de généralité. On cible des cas bien particuliers et quand il y a un problème, on le dit. Mais par ailleurs, là où on fait des généralités, c'est pour améliorer les conditions de travail des policiers. C'est pour faire en sorte que le travail des policiers soit plus simple. Et il y a une de nos mesures, je sais qu'on n'est pas d'accord dessus et je sais que c'est le principal point de désaccord qu'on aura avec tout un tas de gens, mais c'est la légalisation du cannabis. Parce que ça, c'est un usage de la police qui n'est pas efficace pour lutter contre la consommation de cannabis. On est à plusieurs millions de personnes qui consomment du cannabis. C'est pas une politique de sécurité qu'il faut sur ça, c'est une politique de santé publique. Et on pense qu'il serait largement plus utile de libérer les forces de police pour faire autre chose. Et qui permettrait, vous permettrait de faire on a fait une digression au début de l'émission, mais vous n'étiez pas là, Mathieu Vallet. On en fait une nouvelle, puisqu'on parlait de la situation des policiers et maintenant de la légalisation du cannabis. On avait déjà eu le débat. Ah, vous avez déjà... Et en plus, vous avez déjà eu le débat. C'est très sympa, merci. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. La suppression des bacs, le désarmement des policiers, la légalisation pas des policiers, des policiers. Est-ce que, en revanche, il nous reste 1 minute, Mathieu Vallet, est-ce que vous avez l'impression que les responsables politiques à l'approche de la présidentielle, et même depuis maintenant un certain temps, ont pris le dossier à bras-le-corps en se disant il y a une urgence à soutenir les forces de l'ordre, à ce que la peur change de camp et finalement vous vous sentez peut-être un peu plus porté qu'il y a quelques mois ou quelques années?
On a eu aussi beaucoup de décès. On a eu Éric Masson, on a eu Stéphanie Montfermé, on a eu Xavier Gelé, Jean-Baptiste Savin. Enfin, la liste est longue. Oui. On a eu énormément de policiers morts pour la nation, pour la France, et d'ailleurs de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines. Vous savez, vous avez votre beau-frère qui s'appelle Rachid. Moi, j'ai un collègue gardien de la paix à Saint-Denis qui s'appelle Reda. J'ai un collègue qui s'appelle Abdoulaye Kanté. J'ai un collègue commissaire qui s'appelle Abdel Bouzelmad, chef de circonscription de Menton. On a une diversité dans nos rangs qui fait la fierté et qui démontre qu'on est tous sauf racistes. Et le systémisme du racisme, c'est pas dans la police, c'est dans ceux qui détestent l'uniforme. Et d'une certaine manière, je vous écoutais. Et d'une certaine manière, légaliser le cannabis, c'est faire une société de zombies. On va commencer par le cannabis, les dealers ne s'arrêteront pas pour autant, et derrière, on fera la cocaïne, l'héroïne, le crack, et ça, c'est la solution de la en fait. Mais bien sûr. Et pour terminer, effectivement, malheureusement, moi j'ai été déçu. Mercredi, j'avais été invité par Fabien Voderick, le secrétaire général d'Alliance, au ce grand débat des politiques qu'on a eu. Le tous grand les politiques, alors sauf le vôtre, parce qu'évidemment, le minimum c'est de se respecter, ce que n'a pas fait votre chef politique la dernière fois avec Yannick, notre collègue de la BAC, mais on a invité Fabien Roussel du Parti communiste, on a invité Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, on a invité Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, ils sont pas venus. Il était à la réunion sur le mal logement avec la Fondation L'Abbé Pierre. Mais c'est dommage, avec la gauche qui était... alors moi la question que je me suis posée, et on est en train de déborder. Mais c'est dommage que la gauche, qui normalement se dit représentative des classes populaires, qui est majoritairement venue à la Fondation L'Abbé Pierre. Non, pour le coup, ils étaient à la Fondation L'Abbé Pierre, mais une dernière chose, en 5 secondes, moi ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça a été le syndicat Alliance, pourquoi c'était pas une intersyndicale, c'est-à-dire tous les syndicats qui se réunissent pour un grand oral des candidats. C'est vrai que ça aurait pu être une idée. Alliance a été avant-gardiste, si j'ose dire, à proposer ce débat. C'est la première fois que des candidats viennent devant un syndicat qui est apolitique et qui revendique aucune appartenance. Ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Comment ? Oui, bien sûr. Et en plus, on a eu des responsables politiques traités avec équité, qui ont pu présenter leurs propositions pragmatiques. Et on voit bien que malheureusement, ce qui a fait défaut, c'est ceux de la gauche où on aurait bien voulu avoir leurs propositions. Et nous aussi, c'est j'ai compris que l'Abbé Pierre était malheureusement c'est à nous de bouger. C'était un plaisir de vous avoir tous les quatre. On a pu même parler d'histoire, Antoine Léaumont. C'est vrai, c'était trop bien. Bon, écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez heureux. Merci Caroline Pilas, merci Pierre Gentillet, Mathieu Vallée également. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et puis à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Dites-moi enfin dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'aide beaucoup, je les lis, ils me passionnent toujours. Donc n'hésitez pas, je lis tout ça avec attention. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!